de l'enfance, virage, là, ouais. voilà, c'est les services sociaux de l'enfance placée en Val d'Oise et dans l'Oise. Voilà, tout simplement. Donc, c'est les inspections qui sont là, l'organisation, et la visite pour certains parents qui ont l'interdiction d'aller visiter les enfants dans les lieux d'accueil. Et ils avaient un très grand parc de 2 hectares 3, et nous avons loué à la ville de Paris. On vient de renouveler le contrat pour 15 ans encore. Avant c'était quasi gratuit. Là. Bon, la mairie d'Algo nous en a mis un petit coup sur la tête. On a pris quand même. On a 1 hectare 7 voilà, à notre disposition avec de très beaux arbres. Bah, magnifique, il y a des magnifiques figuiers. Par exemple. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique ce parc. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Et puis alors c'est sécurisé. C'est complètement fermé. On a nos ruches, on a 6 ruches. Ah oui, je viens d'entendre ça. Ouais, tout. Un beau verger, un beau verger. J'emmène les enfants. Voilà. Bah oui, vous t'emmènes tes petits-enfants. Alors c'est pas ouvert, il faut le y aller 22. samedi. Non, parce qu'autrement, Le 22, tu peux pas y aller tous les jours. c'est pas ouvert au public. Ah oui. Non, c'est pas visitable. Samedi, ça sera ouvert. Ah oui, Ça sera ouvert samedi. On n'est pas. Parce que quand on est en limite d'Épinay, qu'on ouvre tout public, je peux pas contrôler. Sinon, je vais avoir tous les booms, les ados, les petits voyous qui vont venir s'installer dans un endroit qu'on ne peut pas surveiller. Il y a des gens partout. Voilà. Donc on va parler. On va parler du stationnement maintenant, puis après on fera une pause culinaire avec toi. Quand tu veux. À 10h. Enfin à peu près. Oui, non, mais il n'y a pas de. Je dis, c'est le lundi. Donc, je souhaite passer en premier, mais là, ça va, je suis pas. Non, mais ça m'arrange que tu veuilles passer en premier le lundi. Bah, en plus. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux, le sport, ça fait partie des infos. Donc... Oui, c'est vrai, c'est dans la continuité. C'est plus logique. Non, bah... C'est pas la fin. Il reste 30 secondes. 30 secondes, on reprend. Au bar de l'économie sur EDFM, vous venez d'entendre Maroon 5 avec son nouveau titre Girls Like You. Alors, je vous avais annoncé en entrée de jeu tout à l'heure le scoop du jour. À Enghien-les-Bains, c'est la révolution du stationnement sur la voirie. Vous allez créer des zones bleues et des zones rouges. Qu'est-ce que c'est donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas une révolution, du tout. Quand même. C'est un scoop. Donc, à compter du 1er novembre. On ne payera plus, c'est ça qu'il faut dire, sur la voirie. C'est quand même un scoop et une révolution à Enghien. Les eurodateurs vont donc être neutralisés et déposés, bien sûr. Pourquoi? Donc tous les eurodateurs vont être enlevés. Ah oui, bien dans sûr. toute la ville. Oui, mais on n'a pas, en réalité, 2 tiers de la ville est en stationnement libre. Voilà. 2 tiers de la ville. Dans les zones du centre et périphériques de la gare, pour des raisons qui ont été des raisons de fluidité, pour éviter les voitures ventouses, parce que nous savons bien que là où il n'y a pas de réglementation, hormis celle du code de la route, de ne pas laisser une voiture plus de 7 jours au même endroit, c'est un stationnement très confortable. Or, nous observons qu'il y a des voitures ventouses et on ne peut pas, pour le commerce, pour ne serait-ce même dans certains secteurs, pour les habitants eux-mêmes, qui voient des visiteurs rester trop longtemps ou s'installer plusieurs jours, donc on avait mis du stationnement payant. Voilà, c'était une mode, avec des zones qui étaient, selon le degré en quelque sorte de concentration et l'exigence de fluidité, 1h30, on appelait la zone rouge, ça évitait à certains
même qui allaient contre leur intérêt, de garer leur voiture quasiment devant leur commerce. Voilà, bon. Et nous supprimons tout ça. Pourquoi? Parce que la loi a voulu qu'à compter du 1er janvier de cette année, il n'y ait plus de pénalisation du stationnement payant. Et que l'on instaurait ce qu'on appelle le paiement post-stationnement. Paiement post-stationnement quand on n'avait pas payé ou qu'on avait dépassé le temps de stationnement. Avec une capacité, comment dire, un droit, même, c'est pas une capacité, c'est plus que ça, de faire un recours préalable obligatoire, un fameux recours administratif préalable obligatoire, ce qu'on appelle un rapport. C'est très compliqué, très compliqué. C'est un nid à contentieux. C'est vraiment un sujet de discorde avec l'utilisateur. Autant l'idée du post-paiement, on la reçoit bien. Moi, je connais des villes, il y a 30 ans, qui avaient inventé, avec des petites boîtes métalliques qui étaient sur la voie publique, la capacité de mettre les pièces manquantes dans une enveloppe. Bon, ça a été contesté par certains, ça a été donc ensuite annulé par la voie judiciaire. C'est un peu dommage. Bon, on revient à ça. Et nous devons ce système compliqué, voire quasi kafkaïen. Trop complexe, vous pensez? Complexe, parce qu'il est à la fois procédural, mais il faut compter aussi avec le citoyen, comment dire, biaiseux, qui a envie de passer à côté ou dans des coudes. On a dit non. C'est un choix de mettre maintenant tous les secteurs qui étaient payants en zone bleue. Alors, la zone bleue, sur le principe du code de la route, c'est en principe 1h30 de stationnement à disque. Ce que nous conservons donc bien dans le centre-ville, là où on peut encore stationner, c'est-à-dire la rue de Morat, tout ce qui entoure, la rue du départ, la rue de l'arrivée. Le cœur de ville, comme on dit. Vraiment, le cœur de ville, parce que ça, on ne peut pas le laisser se congestionner. Donc à partir du 1er novembre, on va répéter, il faut un disque spécial ou c'est n'importe quel disque? Non, c'est le disque des zones bleues. D'ailleurs, nous avons quelques cartons qui sont prêts pour distribuer aux Anguénois ou aux visiteurs, pour pouvoir... Donc à partir du 1er novembre, il faudra mettre un disque bleu, enfin un disque dans les zones bleues, disque pour indiquer, et on aura le droit à 1h30 à de stationnement. gratuit. En revanche, dans les secteurs qui étaient jadis verts, nous autorisons les visiteurs, nous allons autoriser les visiteurs à rester, je crois, j'ai une petite ici hésitation, c'est je crois 4 heures qu'on leur laisse, et dans les secteurs, dans ce même secteur vert, sur des rues qui sont des rues où il n'y a aucun commerce, aucune activité particulière, des rues de résidence, nous offrons, comme nous l'avions pour le stationnement payant, comme Paris l'avait instauré, au lieu de payer moins cher la journée, payer presque symboliquement la journée, eh bien ils auront un droit de rester plus longtemps, c'est-à-dire d'avoir la capacité de stationner 8 heures. Alors là, qu'est-ce qu'il faut comme disque pour les zones rouges? Alors, non, il n'y a plus de zone rouge. Il y a la zone bleue de droit commun, point final. Ensuite, il y a la zone verte qui est à durée moyenne, et il y aura comme le droit administratif le permet, un macaron, une carte spécialisée pour les riverains, pour leur donner plus de confort. Voilà, donc, sans être pour autant voiture ventouse. À partir de quand peut-on venir chercher ce macaron? 1er novembre. Au 1er novembre, on vient en mairie chercher ce macaron. macaron. On vient pas en mairie, on fait une lettre en mairie, avec évidemment le dépôt des éléments qui caractérisent le demandeur, la carte grise, attestation de son adresse, voilà. D'accord, pour avoir donc droit à ce macaron. Voilà. Alors, pour les riverains. Pour les riverains. Mais alors, que se passe-t-il si on dépasse son temps, on fait des courses par exemple, et on dépasse le temps de la zone bleue? Qu'est-ce qui s'applique après? Le droit commun, c'est la verbalisation. Donc là, c'est la verbalisation, donc c'est les ASVP justement qui nous verbalisent, c'est bien ça? Hélas, oui. Oui, mais ça coûte 35 €. Et ça coûtera 35 €. Donc, voilà. Ça va être une école de discipline. Donc il faut bien penser à... C'est pour ça que nous avons voulu être souples. Il faut comprendre, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais on ne peut pas, dans vraiment le cœur de ville, on ne peut pas rester 3 heures ou 4 heures. Nous avons 1500 places, je dis bien, en parking souterrain, surveillé par télévision. On a le grand parking de la place Foch, c'est quelques 200 places, avec un agent du service de stationnement qui est là en permanence. Donc le visiteur a les moyens de stationner.
Il a les moyens de stationner à un prix, c'est vrai, hein, il y a un prix qui est le tiers de Paris, il faut quand même aussi le dire, qui est un petit peu plus cher que certaines communes environnantes, mais c'est la congestion, c'est l'exigence aussi de fluidité qui conduit à ces tarifs. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs, donc à Enghien-les-Bains, à partir du 1er novembre, il y a sur voirie bien sûr, il y a donc une nouvelle zone, c'est-à-dire on enlève tous les horodateurs. Il faudra mettre votre horodateur bleu pour indiquer votre temps de stationnement qui est permis jusqu'à 1h30. Et puis pour les habitants, les riverains, vous aurez un macaron à aller chercher à partir du 1er novembre pour pouvoir rester, alors ce qu'on appelle dans les zones proches de chez vous, vous aurez le droit de stationner pendant 8 heures d'affilée. Voilà, on va faire une nouvelle pause, mais cette fois... Juste simplement, nous sommes en projet pour que la ville soit un peu plus connectée encore, hein, donc dans un esprit de Smart City, hein, donc sur la pose de capteurs, de manière à améliorer la formation à nos visiteurs sur les places libres, hein, y compris en voirie. Donc là, on attend le projet. C'est un projet donc informatique qui va permettre à quelqu'un qui arrive dans la ville de pouvoir tout de suite savoir où aller se garer et ça nous affichera la place de parking disponible. Donc vous reviendrez nous voir à ce sujet dès que le service sera mis en place parce que nous, la Smart City, on fait des émissions régulières. D'ailleurs, il y en a une la semaine prochaine sur ce sujet, mardi le 25. Alors, on va tout de suite faire une nouvelle pause, mais cette fois, c'est une pause gastronomique, parce que Bruno Vigoureux est arrivé dans nos studios. Bonjour Bruno. Bonjour Florence. Quel secret aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vous propose une recette qui n'a rien d'original, mais qui représente beaucoup pour moi. Un riz au lait, c'est vrai, c'est pas le délire intégral, reconnaissez-le, mais celui-là vient de loin. Je reconnais, oui. Ma grand-mère, dans sa belle maison de la Seine-sur-Mer, dans le Var, me le préparait l'après-midi pour le soir. Alors une délicieuse odeur de vanille s'installait doucement dans la cuisine, puis s'étendait dans les autres pièces. C'était comme l'annonce d'un bon moment. Et le soir, on se régalait. Comme ma grand-mère était généreuse, elle en faisait toujours beaucoup, et le lendemain, au petit déjeuner, on replongeait avec gourmandise la cuillère dedans pour se servir. Ça, c'était il y a longtemps. Depuis que la passion de la cuisine m'est tombée dessus, je n'avais jamais fait de dessert. Et ce week-end, je me suis lancé. Pourquoi, me direz-vous? Vous voulez savoir? Pas bien sûr. Car mes petits-enfants étaient chez nous. Je me suis demandé ce que je pouvais leur préparer à manger. Ils sont encore petits, 1 an et 2 ans. Alors, des odeurs de vanille sont revenues de je ne sais où. J'ai pensé à un dessert, et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Le riz au lait. Forcément. Je l'ai préparé le vendredi et samedi et dimanche, ils se sont régalés. Bon, allez, assez de nostalgie, on va donc faire un riz au lait pour 4 à 6 personnes. Il faut une quinzaine de minutes de préparation et 1h10 de cuisson. Pour ce dessert, vous avez besoin de 120 g de riz rond, 80 centilitres de lait frais entier, 20 centilitres de crème fraîche liquide entière, 80 g de sucre en poudre et une belle gousse de vanille. Tout d'abord, vous fendez la gousse de vanille en 2 dans le sens de la longueur et vous prélevez les graines avec la lame d'un couteau. Dans une casserole en émail ou en acier inoxydable, vous versez le lait et la crème fraîche et vous faites chauffer jusqu'à frémissement. Vous retirez du feu et vous ajoutez la gousse de vanille et ses graines. Vous mélangez, couvrez et laissez infuser pendant un bon quart d'heure. Ensuite, vous remettez la casserole sur le feu, vous ajoutez le sucre et le riz. Vous portez à ébullition et vous faites mijoter à feu très doux et à couvert pendant 1h10 en évitant d'ouvrir le couvercle et de mélanger. Le riz doit être crémeux mais les grains encore un peu fermes. Il va un peu accrocher dans le fond de la casserole mais c'est ce qui va lui donner ce petit goût très légèrement brûlé. Vous retirez la gousse de vanille et vous raclez avec une cuillère en bois pour récupérer un peu de la couche de riz qui a accroché et vous versez le riz encore chaud dans des bols ou dans un saladier si vous souhaitez le servir plus tard et le mettre au frais. Pour tout vous dire, j'ai trouvé ça génial et même émouvant de voir mes petits-enfants en manger. C'est déjà la preuve qu'il était bon, du moins j'ose le croire. Mais je vous rassure pas autant que celui de ma grand-mère. Vous savez toute l'histoire de ce riz au lait. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, que de s'offrir des vrais moments de bonheur. Bon appétit à tous et à la semaine prochaine.
Merci Bruno pour cette délicieuse recette. C'est vrai que vous ne faites pas souvent de dessert, mais j'ajoute qu'on peut aussi saupoudrer son riz au lait de cannelle. C'est plus joli pour la présentation et beaucoup de personnes adorent la cannelle. Et bien sûr, IDFM, au bar de l'économie, il est 10h01. On retrouve tout de suite Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, pour un autre scoop, le second du jour. C'est l'ouverture d'une magnifique résidence spécialisée pour les seniors. Alors là, c'est donc dans le courant du mois d'octobre, début novembre également. C'est ça? C'est en cours de construction, enfin de finalisation. C'est achevé. C'est rue du Temple, donc dans le c'est nord. en cours d'aménagement, alors on va dire. En cours même d'emménagement. Voilà. D'emménagement, puisque il y a deux résidences. La première, par le nombre, c'est la résidence Cogedim Club. C'est donc la 12e résidence du réseau Cogedim Club. 71 logements de 2 pièces aux 3, voire même 4 pièces. Ce sont donc des locations qui se font par un investisseur, un gérant, assorti de services à la personne, destinés bien entendu à des seniors. Donc la sécurité santé, bien sûr, donc une permanence, la capacité à pouvoir faire un appel en cas d'urgence, salle de sport, restaurant, en cuisine chaude, bien entendu, salon avec cheminée, feu de bois. On est là dans vraiment une sorte d'hôtel. D'ailleurs, quand on le visite, et j'ai eu ce plaisir de le découvrir hier, les couloirs donnent le sentiment d'être dans un hôtel de belle catégorie, 3-4 étoiles. Voilà. Alors avec des tarifs qui sont très au-delà d'une location de droit commun, bien sûr, mais avec les services. Voilà. Mais qui reste peut-être moins cher que la maison. Ils sont meublés, ce sont des meublés, mais on peut aussi apporter ces meubles, donc totalement équipés, ce sont de très jolies cuisines, on est là dans un véritable confort. Alors, accolé à cette résidence qui est entourée de jardins avec vraiment gazon, un très beau cèdre, vraiment très très agréable, les parkings évidemment en dessous. Accolé, nous avons une résidence qui est senior, mais qui est de caractère social, avec évidemment là des loyers qui sont donc extrêmement modérés puisqu'ils relèvent de la nature même de PLAI, et c'est Humanisme et Habitat qui est le bailleur social. Il a fait un choix qui est très heureux, c'est de livrer des logements de belles superficies. Il n'y a pas de studio de 25 mètres carrés. Voilà. On n'est pas dans ces résidences seniors à 28 ou 30 mètres carrés, où on est vraiment pratiquement enfermé entre la kitchenette et son lit. Ce sont des T2 pour la plupart, ils sont vraiment de grande qualité avec, je dis bien, 33 au total, des loyers qui sont les loyers sociaux. Alors bien entendu, avec toutes les conditions qui sont celles de l'occupation d'un logement social en termes de revenus, et là en termes d'âge, puisque c'est à destination senior, avec également une capacité de service. C'est une option, car le Cogedim Club a passé une convention avec Humanisme et Habitat pour permettre aux résidents également de participer, de bénéficier des services, notamment de restauration de Cogedim. Oui, alors donc je salue particulièrement Humanisme et Habitat. C'est le père Duvert qui en est le fondateur il y a déjà quelques années. C'est un bailleur social qui est né à Lyon et il se caractérise par des micro-opérations. C'est extrêmement nécessaire dans un tissu urbain diffus. Donc ils sont capables d'aller jusqu'à l'opération. Nous en avons fait une pour sauver en quelque sorte une très vieille dame qui ne pouvait pas acquérir son appartement au moment de la vente par un opérateur. Et ils ont accepté de faire une opération sociale, de droit social, avec tarifs sociaux sur un seul appartement, et de garder en place cette personne. Voilà, ça c'est très rare. Alors donc je rappelle l'information que vous venez de nous donner, c'est-à-dire
l'ouverture là, en mois d'octobre, de Cogedim Club, une nouvelle manière de résider pour les seniors. Donc 2 bâtiments, si j'ai bien compris, 71 logements seniors avec des services de type hôtellerie, finalement, et assistance santé. Et puis un autre bâtiment avec 33 appartements sociaux, toujours pour les seniors, et géré là par contre par Humanisme et Habitat. C'est là, on va donner bien sûr le nom, c'est Cogedim Club, et ce sera 7 avenue des Thermes. Alors nous avons aussi sur la ville, je le rappelle, puisque ça fait bientôt 40 ans, tout au moins dans 3 ans, que la résidence Moratini, désormais gérée par Arpavi, à 80 studios, qui sont donc en résidence foyer, et où la commune d'Enghien-les-Bains, notre ville, assure la restauration. Mais nous avons également dans la ville 2 autres résidences pour personnes âgées dépendantes. La résidence qu'on appelle Arpage, qui est également maintenant gérée par Arpavi depuis l'année dernière, avec des lits dits médicalisés, et puis à titre privé, la commanderie des chevaliers hospitaliers, qui se trouve à proximité du temple sur l'avenue de la division Leclerc, qui est également une maison toute récente, qui a été inaugurée l'année dernière, toute neuve, qui accueille des personnes encore autonomes, bien entendu, qui ont leur studio et leurs meubles comme à la résidence Arpage, mais aussi qui peuvent se trouver dans grande dépendance et donc médicalisés. Voilà, donc là on a fait le tour donc pour les retraités qui souhaitent ce type de logement. Alors, on peut dire qu'on a pratiquement tous les éventails. On a tous l'éventail de services possibles à Enghien. Et pour tous les degrés de revenus. Alors, si on est intéressé par ces appartements donc alloués avenue des Thermes, qui faut-il contacter? Pas avenue des Thermes. C'est rue du Temple. Rue du Temple, pardon. Rue du Temple. C'est Cogedim Club. Il faut contacter Cogedim Club. Donc voilà, sur Internet, vous cherchez Cogedim Club. Voilà, Enghien-les-Bains. Autre information alors à venir sur Enghien, c'est bien sûr la saison culturelle qui va ouvrir ce soir. Ouais, et donc là, des belles manifestations à venir. J'ai noté que pour ce soir, le CDA s'associe au Casino Luxembourg, un forum d'art contemporain, et qui va nous proposer une exploration des abîmes pour, dit-il, mettre l'être humain en face de ses propres inquiétudes et nous montrer que le rapport à l'espace peut être, quand il est dépourvu de lumière naturelle, peut être très différent. Et donc, ils vont nous proposer, je crois, les artistes comme Gast Boucher et Nadine Hilberg, par un travail photographique, de vidéo et pictural en même temps. Vous avez tout dit, Florence. C'est bien ça. Voilà, entre autres. Donc c'est une ouverture de saison, c'est la présentation, bien sûr, de la saison, puisque le Centre des Arts présente chaque année un programme diversifié, entre donc, bien sûr la danse, la musique, musique contemporaine, musique classique, et également la musique latino, puisque le Centre des Arts d'Enghien est, je crois, en Île-de-France, le principal lieu de la musique cubaine. Mais également, c'est le cinéma, ne l'oublions pas, avec une saison, en parallèle, bien sûr, du cinéma art et essai. La salle du Centre des Arts est évidemment classée, agréée art et essai, c'est 280 séances par an, on l'oublie trop, à un prix qui est vraiment très très attractif pour des films toujours de très très grande qualité. Oui, moins de 5 € la séance. Nous avons, et puis surtout, il faut prendre les cartes d'abonnement qui permettent donc aux familles ou aux passionnés d'avoir de meilleurs tarifs. L'ouverture de la saison, c'est également le soir même un événement, puisque les artistes sont là. Nous avons droit en quelque sorte à quelques démonstrations, performances et échantillons. Mais il y a aussi des grands moments dans l'année. Et au fin du mois de janvier ou début février, je n'ai pas la date précise à l'esprit, nous allons accueillir à nouveau, et en tant qu'organisateur, jadis nous le faisions totalement avec la commission régionale du film, mais la commission régionale du film disparaît, et nous organisons Paris Image Digital Summit, qui est le rendez-vous professionnel
des producteurs d'effets spéciaux, donc les grandes agences à travers le monde, les Anglais, les Français, et en particulier les Américains. Nous honorons chaque année ceux qui ont déjà été récompensés d'Oscar, qui sont les très grands producteurs. C'est un grand moment, c'est une job fair, c'est-à-dire un moment où, comme l'année dernière, 500 rendez-vous pour des élèves, pour des stagiaires, et pour des postes, certains définitifs, d'autres en stage, par ces grandes agences, qui sont McGuff et quelques autres, bien sûr, qui seront présents. C'est un grand moment parce que le public y est invité, il y a des professionnels, il y a beaucoup d'étudiants. Pour nous, c'est aussi vraiment une concrétisation d'une volonté non seulement d'être un lieu d'écriture numérique, d'être un lieu aussi de formation des publics, mais aussi de formation des professionnels. Alors, je rappelle, pour certains, mais pour d'autres, ça va être un scoop, que nous espérons ouvrir début décembre une annexe de l'école Béliès. L'école Béliès est située à Orly. Après l'école Lumière, c'est la deuxième école française en matière donc, de production technique de cinéma, d'effets spéciaux, tout ce qui est FX. Il n'y a plus un seul film aujourd'hui qui ne soit assorti d'effets spéciaux. Et il faut là des techniciens. La France est très en avance, elle est très renommée. Les jeunes Français, Françaises sont de magnifiques créateurs. Et par là, nous aurons une école à Enghien-les-Bains pour environ 80-90 élèves, et dont une classe qui sera en deuxième chance, c'est-à-dire où les conditions d'inscription seront des conditions prises en charge pour des jeunes gens qui avaient décroché, qu'il faut reprendre et remettre en quelque sorte sur donc l'ouverture de l'école Méliès et de l'école de la seconde chance, c'est pour le mois de décembre. Voilà, et donc nous avons donc désormais obtenu le principe de financement de la région. Madame Pécresse est tout à fait enthousiaste sur ce projet, mais également de l'État à travers la directe. Alors donc je rappelle aussi, donc ce soir c'est l'ouverture de la saison culturelle à donc Enghien-les-Bains au Centre des Arts à 18h30. Si vous voulez y assister, c'est ouvert au public, mais inscrivez-vous sur le site Centre des Arts, donc par internet. Alors j'en profite parce que ça va se tenir au Centre des Arts le 14 décembre, concert de clôture du Festival des jeunes interprètes de la vallée de Montmorency. C'est un magnifique festival, pas assez connu à mon sens, de jeunes interprètes brillantissimes. Et le concert du 14 décembre est évidemment joué par Padeloup, le concert Padeloup, et justement c'est là où j'insiste parce que c'est un petit coup de cœur, dirigé par Julien Leroy. Julien Leroy est un enfant d'Enghien, il a été formé à la musique, il a commencé à l'école de musique d'Enghien, qui va bientôt d'ailleurs avoir un statut régional, notre nouvelle et très belle école de musique. Ses parents sont toujours enguennois. C'est une fierté de pouvoir l'écouter et le saluer. Julien Leroy, Enghien, le 14 décembre. Voilà, le 14 décembre, au Festival des jeunes interprètes. Autre manifestation culturelle à Enghien, c'est l'exposition d'affiches à la gare. Oui, c'est un petit signe à l'histoire. Vous savez, je revendique depuis une trentaine d'années que Enghien doit être une ville d'innovation et de tradition. Et oui, il faut être moderne, mais il faut aussi être gardien de son passé. Une culture, c'est en quelque sorte, elle est faite de passages de témoins. Et nous avons eu, à travers, il n'y avait pas le numérique, donc on avait des graphistes, des dessinateurs, des affichistes extraordinaires. L'affiche française, pas seulement, mais dans les années 1900 comme dans les années de l'entre-deux-guerres ou des années 50, des outils de communication exceptionnels. Alors, nous avons la chance, puisque je fais acquérir depuis, il y a eu aussi des dons, mais depuis des décennies, des affiches des chemins de fer du Nord, notamment consacrées à Enghien, les affiches que le Casino a pu également éditer, les affiches de la distillerie Garnier,
la fameuse liqueur d'or. La distillerie Garnier est partie, rachetée par la Bénédictine, est partie donc à Fécamp, mais ça c'est plus de 100 ans d'histoire, des bouteilles, des flacons et des affiches. Et sur les grilles de la gare, nous avons reproduit une trentaine de nos affiches, des affiches des liqueurs, des affiches des chemins de fer du Nord, qui ont, comment dire, le graphisme pour séduire le touriste. Merci Philippe Sueur. Voilà un petit palmarès de ce qui va se passer dans les prochains jours à Enghien-les-Bains au niveau culturel. Et ce soir, je rappelle, l'ouverture de la saison à 18h30. Vous pouvez y aller, inscrivez-vous sur le site internet. Dernière question sur Enghien-les-Bains, et puis après on parlera un petit peu du département. Que vont devenir les places Autolib, puisque Autolib c'est fini? Oui, c'est pas fini cette affaire. D'abord, nous déplorons cette bérésina, on peut dire, puisque on est dans une retraite et nous ne savons pas comment financièrement ça va se solder. Le groupe Bolloré ayant, par ses exigences financières, peut-être ses mauvaises et il fonctionnait très bien. Les places d'Enghien, les deux stations fonctionnaient remarquablement bien. Bon, malheureusement, dans sa globalité, Autolib ne générait pas à son exploitant, donc le groupe Bolloré, inventeur d'ailleurs des accus sur les fameuses voitures Bolloré, ne générait pas les recettes et, à l'inverse, du déficit qui, s'accumulant, aurait atteint en 2023 293 millions. C'est énorme, à se répartir entre, évidemment, les adhérents au syndicat. C'est un syndicat de collectivités. Donc, il y a eu dénonciation par la majorité même, qui est celle de la ville de Paris, et par la présidente de Autolib aujourd'hui, Autolib étant un syndicat, je rappelle à nos auditeurs, donc la présidente étant la maire du 12e arrondissement. Mais il y a deux choses, je n'en parle pas aujourd'hui, des procès vont certainement en découler et très longuement. Il y a la question de combien on va payer, combien les collectivités vont devoir payer à Bolloré, même s'il y a une franchise de 60 millions, voire de 80 millions. Puis il y a qu'est-ce qu'on fait des stations. Alors aujourd'hui, le syndicat veut faire payer aux communes l'enlèvement du matériel à 25 000 la station. Je dis non. On a payé, nous, déjà 60 000 euros par installation de chaque station. Et même, le syndicat a exprimé l'idée qu'il y aurait restitution du domaine public. Il n'y a pas restitué un domaine public. Le domaine public n'a jamais été transféré au syndicat. Je dis bien jamais. Donc là, c'est une bataille juridique qui va s'engager finalement. Bien sûr. Bon, on a mis à disposition, effectivement, un lieu. Non, mais il n'y aura pas là-dessus de débat majeur, bien entendu. Le débat juridique, c'est sur les financements, en quelque sorte, l'indemnisation que demande le concessionnaire exploitant, qui, lui, s'est déclaré en rupture d'équilibre de sa concession. Et le droit administratif, effectivement, en autoriserait un exploitant qui n'a pas plus les moyens d'exécuter le service public de demander la rupture. Bon là, donc c'est une résiliation, elle aura ses conséquences financières, ses conséquences juridictionnelles. Voilà. Mais sur les stations, eh bien, en ce moment, nous les restituons à l'usage ouvert. À l'usage public. Public. Donc on peut se garer sur les voitures. Aujourd'hui, on se gare dessus. En revanche, les bornes telles qu'elles sont aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'intérêt parce que c'est des bornes à recharge lente. Bon, puisque c'était d'ailleurs l'un des inconvénients des véhicules Autolib, ils devaient constamment être branchés. Vous ne pouviez pas laisser ce type de véhicule sans être sur une borne. Alors, ce qui est utile aujourd'hui à un véhicule électrique et son utilisateur, c'est une recharge rapide, voilà, c'est-à-dire à très forte puissance. Alors là, ces bornes n'en sont absolument pas équipées, ça coûte d'ailleurs un peu d'argent à installer, en consommation certes, mais ça devient plus relatif. Voilà. Mais aujourd'hui, tout simplement, nous n'en voyons pas une utilité d'autopartage immédiat, ce que je souhaiterais néanmoins. Moi, je suis en attente qu'un autre exploitant, une autre initiative, et on parle au moins de deux initiatives aujourd'hui, puisse venir se substituer. Et pour ça que aujourd'hui on peut s'y garer, mais nous n'allons pas en quelque sorte détruire totalement l'emplacement.
Donc on pourrait imaginer qu'à terme, il y ait d'autres bornes. Je le souhaiterais, mais pas avec les bornes actuelles, voilà, qui devront être démontées et reprises par le syndicat, ou à l'inverse, le syndicat peut nous les faire payer. Eh bien, on va transmettre cette information à un des invités que je reçois pour mon émission spéciale auto le 28 septembre, puisque je reçois le numéro 1 des installateurs de recharge de bornes électriques. Super. Qui sera avec nous à l'antenne. On va faire une toute petite pause musicale. Et puis ensuite, Philippe Sueur, on aimerait bien que vous nous parliez un petit peu 5 minutes sur l'attractivité du département. On va écouter donc tout de suite Dipla et Sia. C'est intéressant tout ça. Bah oui, il fait beaucoup. Bah, du coup, on n'a pas beaucoup de temps parce que je rends l'antenne à... Le décompte va s'afficher. Donc il va nous rester 7-8 minutes pour le département, c'est tout. Bah demain, je pense. À lundi. À lundi. À bientôt. Quentin, tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez. Il va nous rester, oui, 5 bonnes minutes, on va un peu plus, mais pas beaucoup plus, sur le département. Donc, on va peut-être poser la question de qu'est-ce que c'est l'attractivité d'un département, peut-être, et quelles sont les actions phares. Juste le temps de... Non, il est parti en rendez-vous. Francky est là, mais Christophe, non. D'accord, je vois. Donc, je pense que... Quels sont les... Enfin, qu'est-ce que vous appelez, vous, l'attractivité du Val d'Oise, finalement? J'avais préparé une intro, mais je ne vais pas vous le faire parce que je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de parler. Il me manque une page. Où est ma page 7? Tu m'as pris une feuille de papier, non? Et vous, Quentin? Bon. J'ai perdu. Non, c'est bon. C'est tout bon. On y va? Ouais. Au bar de l'économie, aujourd'hui, je reçois Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, mais aussi premier vice-président du conseil départemental. Et nous arrivons presque au terme de notre émission. Et pour finir l'émission, j'aimerais qu'on parle, Philippe Sueur, de l'attractivité des territoires. Car pour se développer, eh bien, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Accueillir des usines, des bureaux, mais aussi des loisirs, des meilleurs logements, pouvoir accueillir des salariés à la fois compétents, qu'ils puissent se transporter. Alors, quelle est, on va dire, comment réfléchissez-vous l'attractivité du Val d'Oise? Oui, c'est un très très beau sujet, on n'aura pas le temps d'en traiter. Si vous voulez bien m'inviter une nouvelle fois, j'en parlerai bien volontiers, puisque c'est l'une de mes responsabilités au titre économique, parce que l'attractivité, c'est de la séduction. Voilà. Pourquoi a-t-on envie de venir en Val d'Oise? En quelque sorte, il y a une attractivité touristique, on a une attractivité culturelle à travers nos monuments, environnementale, bien sûr, ou tout simplement sociale, en voulant venir habiter dans le Val d'Oise. Et puis il y a l'attractivité économique, et c'est celle dont le département était un grand responsable jusqu'à la loi NOTRe. Nous sommes encore en attractivité, en responsabilité d'attractivité internationale, donc à l'étranger, en Asie et notamment au Japon et en Chine depuis de nombreuses années, puisqu'il y a 70 entreprises japonaises qui sont établies en Val d'Oise. C'est de la valeur ajoutée. Quand une entreprise fait le choix de notre département, et qu'il vient non pas pour faire de la logistique, qui mange des hectares et des hectares et génère peu d'emplois et aussi beaucoup de trafic routier, c'est l'inverse. Nous voulons, nous, des entreprises à valeur ajoutée, à forte technologie. Et bien pour cela, il faut des arguments.
Voilà. L'attractivité, et nous en avons parlé hier matin au département, c'était un débat-conférence autour de ce thème assuré par un conférencier réputé qui est le professeur Villiers-Rugaud, qui est professeur à l'ESSEC, bien sûr, et avec notamment le directeur des formations de Veolia. Nous avons là un thème qui repose sur deux séries d'éléments. Quand on veut être séduit, à quoi est-on sensible? Il y a des éléments matériels, il y a des éléments immatériels. Au fond, c'est presque comme une personne. Est-elle jolie, est-elle forte, etc. Mais quelles sont ses qualités morales? Eh bien, dans notre département, ici, il nous reste peu de temps. Il nous reste une minute. Une minute. Bon, je vais essayer de donner l'eau à la bouche pour que nos auditeurs soient en attente de revenir. Les éléments matériels, c'est Roissy, Roissy-Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle, c'est une porte en France, c'est une porte en Île-de-France. On a un réseau viaire, ce qu'on appelle magistral, important. Des autoroutes, ils ne sont pas parfaits. On a encore à se perfectionner. Nous avons une formation universitaire et de recherche à Cergy-Pontoise, tout à fait exceptionnelle. Nous avons une connectivité qui est extrêmement bien assurée sur le numérique. Nous avons des majors, des très grandes entreprises qui séduisent les étrangers quand on leur dit il y a Dassault, il y a Safran, il y a Thales. Voilà, bon. Et puis il y a des éléments qui sont qu'on appelle incorporels, c'est-à-dire donc la fiscalité, la qualité de la vie. La qualité de la vie, les parcs naturels, l'habitat, la sécurité. Le département, notamment à travers la réflexion globale sur la sécurité amorcée par Sécurité Système Valais, nous avons un tissu économique de PME qui est extrêmement actif et qui est en équilibre et en gouvernance avec les pouvoirs publics. Tout ceci est une véritable invitation. En quelque sorte, il faut des grands projets. Le campus international de Cergy qui se prépare. Il faut donc une vision sur l'Est comme on en a. Donc ce sont ces arguments que nous valorisons quand nous rencontrons dans des chambres de commerce étrangères d'autres entreprises qui peuvent apporter leurs capitaux, leur technologie, sans pour autant prendre des postes, au contraire en créant. Merci Philippe Sueur pour votre présence à l'antenne. Je propose effectivement qu'on reprenne rendez-vous pour que vous nous parliez justement des campus et du transport, notamment sur le sujet de l'attractivité du Val d'Oise. En attendant, eh bien, notre émission s'achève. On se retrouve demain. Et demain, j'accueille eh bien, la maire de Montmorency, Michèle Berthy. Bonne journée à tous. À demain. Merci. On a dû voir 1h30.